Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré à la célébration du 59e anniversaire de la section des pays d'Afrique noire francophone à la souveraineté internationale. Après 59 ans d'indépendance, où en sont ces pays au plan politique, économique et social? Et quelles perspectives peut-on dessiner aujourd'hui? Pour en parler, je reçois pour vous Magloire Somé. Il est professeur titulaire d'histoire religieuse contemporaine à l'université Joseph Kizerbo. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdoul Karim Saïdou, politologue et enseignant à l'université Ouaga 2. Bonsoir, monsieur Saïdou. Bonsoir. Merci de nous retrouver à nouveau sur le plateau de Périscope. Bonsoir. Mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 80e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter à présent. Après le Cameroun le 1er janvier, le Sénégal le 4 avril et le Togo le 27 avril 1960, plusieurs pays d'Afrique noire francophone ont hissé leur drapeau dans le ciel pour avoir désormais voix au chapitre dans le concert des nations. Mais c'est en août 1960 que l'on assiste à une vague de proclamations d'indépendance. Tout d'abord, que vous inspirent les soleils des indépendances africaines 59 ans après Magloire Somé? Alors, comme vous venez de le dire, les indépendances de 1960, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, apparaissent comme des indépendances organisées par le colonisateur et concédées aux pays africains. C'est pour cela que vous voyez donc la succession des dates. Tout part donc de la loi cadre de 1956 qui a mis en place les institutions républicaines, et avec la loi cadre, les élections qui étaient organisées dans les cadres territoriaux étaient des élections législatives. Avant la loi cadre, les élections étaient organisées pour participer à l'Assemblée de l'Union française. Avec la loi cadre, on est élu député, on a mis en place les assemblées territoriales. Et on est élu, voilà, et on est élu député à l'Assemblée territoriale. Donc, c'est l'embryon de l'Assemblée nationale. Et après cela, en 1956, on programme la proclamation des républiques. Le 7 décembre pour la Côte d'Ivoire, le 11 décembre pour le Burkina Faso, puis ainsi de suite, toute une programmation de proclamation d'indépendance. De la même manière qu'on a programmé la succession de proclamation des républiques, de la même manière, on va programmer la proclamation des indépendances. Voilà. Et donc, ces indépendances formelles sont considérées, si je considère l'expression de Léopold Sédar Senghor, c'est un pas en avant vers la conquête de la véritable indépendance, qui est une indépendance économique. Alors, et c'est ce que Kwame Nkrumah lui-même disait. Kwame Nkrumah disait, les indépendances politiques sont un pas en avant. C'est des indépendances formelles. Il faut que l'Afrique s'unisse pour conquérir maintenant l'indépendance, la véritable indépendance qui est l'indépendance économique. Alors, ce sont des indépendances formelles, d'aucuns diraient des indépendances nominales, un pas en avant pour conquérir la vraie indépendance qui est économique. 59 ans après, est-ce qu'on est toujours dans l'indépendance nominale? Bien, 59 ans après, le constat qu'on peut faire est un peu mitigé sur le plan économique. Vous voyez les réformes qui ont été enclenchées ces dernières années dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'Union africaine, pour revenir sur cet agenda économique-là. Les résultats sont mitigés parce que si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, quand vous partez en Côte d'Ivoire, vos amis vous demandent de leur apporter de la tchéquée, ou bien, voilà. Oui, mais parce que c'est ce qu'on peut rapporter de la Côte d'Ivoire. On ne vous demande pas d'apporter, par exemple, du café ou bien du chocolat. Par contre, quand vous partez en Suisse,
ou bien, c'est pas au Danemark ou ailleurs, où il n'y a pas de champ de cacao, de café, on vous demande de... Donc cela montre effectivement que bon, on est toujours dans cette dépendance économique qui agit également de façon négative sur l'indépendance politique. Je pense que quand on regarde le processus historique, le processus de décolonisation, la façon dont on a acquis les indépendances a façonné un peu notre trajectoire. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de débats dans les années 50, 60 là, sur comment il faut aller à l'indépendance. Est-ce qu'il faut aller dans un cadre fédéral? On sait qu'il y a beaucoup de gens comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, Bakary, Joseph Kizerbo, Modibo Keïta qui avaient beaucoup plaidé pour une indépendance dans le cadre des fédérations. Mais les États sont partis de façon morcelée. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que, bon, on donne encore une fois raison à des gens comme Joseph Kizerbo qui avait dit qu'il fallait aller dans le cadre d'une fédération. Une fédération. Voilà, parce que c'est trop tard aujourd'hui pour faire l'union de l'Afrique. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Pas l'union, l'unité. Non, quand vous regardez le processus qui est enclenché au niveau de l'Union africaine, la transformation de l'OIA en Union africaine, et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y a des avancées. Moi, je pense qu'on doit peut-être, au niveau de la CEDEAO, avoir le courage d'aller vers une fédération, peut-être dans le moyen ou long terme. Quand on regarde les processus d'intégration au niveau politique, au niveau économique, au niveau monétaire, bon, pourquoi ne pas justement sauter le pas? Parce que dans les années 50, justement, on avait estimé que des gens comme Kwame Nkrumah allaient trop vite en besoin et qu'il fallait aller pas à pas. Mais ça fait quand même... on continue d'aller pas à pas. Parce que ça fait presque 60 ans qu'on va pas à pas, on n'arrive pas à faire ce saut qualitatif-là. Voilà. Et c'est pourquoi Tiken Jah Fakoly nous chante que quand nous serons unis, nous serons plus forts et qu'on va faire mal. En tout cas, pour mémoire, le bal a commencé dès le 1er août avec le Dahomey, aujourd'hui Bénin, suivi du Niger le 3 août, de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso le 5 août, puis de la Côte d'Ivoire le 7 août. Quant au Mali, il lui a fallu attendre le 22 septembre. D'une manière générale, comment jugez-vous, professeur Magloire Somé, comment jugez-vous l'évolution sociopolitique de nos pays, de ces pays de l'Afrique de l'Ouest? Bon, disons que l'évolution sociopolitique a été caractérisée par des rivalités internes. Si l'on considère par exemple la période des années 50, il y a eu d'abord des ambitions de créer des partis interterritoriaux, tels que par exemple le RDA, tels que par exemple les indépendants d'outre-mer, tels que par exemple le PRA, qui étaient des partis interterritoriaux. Donc les Africains, disons les pères de l'indépendance, avaient ce projet de discuter donc du projet d'aller en fédération, comme l'a dit Abdul Karim tout à l'heure. Et d'ailleurs, le colonisateur lui-même, il avait beaucoup discuté de cette histoire de la fédération. Est-ce qu'il fallait qu'on aille, on nous laisse aller à l'indépendance individuellement, ou bien est-ce qu'il fallait former des fédérations? Et dans le cadre de la loi cadre, il y avait le débat de subdiviser l'Afrique occidentale en 4 territoires. D'autres proposaient 3 territoires. Vous comprenez? Et donc, ces propositions ont fini par échouer. Et on a décidé de laisser les Africains aller individuellement à l'indépendance. Et c'est là qu'on va remarquer, par exemple, qu'à l'intérieur de chaque territoire, bon, les partis vont se multiplier. Des territoires comme, par exemple, la Haute-Volta, des territoires comme le Bénin, comme le Sénégal. Donc, il y aura des multiplications de partis politiques. Et ce jeu-là va se poursuivre après les indépendances. Donc, des territoires comme la Côte d'Ivoire qui avaient opté pour le parti unique, donc, avec le RDA, avec le PDCI RDA, Houphouët-Boigny avait étouffé toute forme de velléité pluraliste en Côte d'Ivoire. Au Mali, où c'était la révolution, en quelque sorte, Modibo Keïta avait réussi à imposer l'Union soudanaise section du RDA comme étant donc le parti unique du Soudan. Et on a vu que en Guinée, Sékou Touré avait imposé un seul parti. Donc en dehors de ces pays où c'est un seul parti qui a été imposé parce qu'on a pensé que le cadre de l'unité ne pouvait se réaliser
qu'au travers du moule, un creuset national, comme voilà, du moule du parti unique, qui allait réaliser l'unité nationale. Alors, en dehors de cela, quand on prend les pays comme la Haute-Volta, où Yamiogo n'a pas réussi à créer un parti unique, après sa chute, on a vu donc un ensemble de partis qui ont été créés. Et je me rappelle que pour la Deuxième République, en 70, dès 1972, on recensait déjà 7 partis politiques. 7 partis politiques. 7 partis politiques en Haute-Volta, dès 72. Vous voyez que c'était énorme. Si bien qu'aux élections de 70 et de 78, les législatives de 77 d'abord, on avait instauré une sorte d'élection concours en disant que on ne reconnaîtrait que les 3 premiers partis qui arriveraient aux élections. Et donc tous les autres partis étaient obligés de se fondre dans les 3 partis. Dans les plus grands. Voilà, dans les 3 plus grands partis. Voilà. Alors donc, et au moins ça a permis de discipliner un peu le jeu politique. Est-ce qu'on n'a pas besoin de discipliner à nouveau le jeu politique aujourd'hui? Je crois qu'on en a besoin. Peut-être par cette même formule, mais dans tous les cas, vous avez évoqué la Guinée tout à l'heure et dans le processus d'accession à l'indépendance, c'est vrai qu'il y a eu ce nom de la Guinée de Sékou Touré à la communauté proposé par le général de Gaulle lors du référendum du 28 septembre 1958. Alors, est-ce que cette position de la Guinée a d'une manière ou d'une autre influé ou influencé la situation globale de l'Afrique de l'Ouest au plan social, au plan politique? Non, ce qui s'est passé, c'est que la Guinée, en fait, a été isolée. Parce que c'est vrai que dans d'autres territoires comme le Niger, des leaders comme Djibo Bakary également avaient demandé à voter le non. Voilà, la fédération, la communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle dans le cadre de la Ve République. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de manipulations des scrutins par les gouverneurs français qui étaient en place, qui avaient tout fait pour que le oui puisse l'emporter, pour que ces États-là puissent rester dans le giron français. Et finalement, la Guinée s'est retrouvée isolée. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation qui ont d'ailleurs radicalisé le régime en place. Et c'est là où on voit véritablement la contradiction ou le paradoxe de cette posture des leaders africains des années 60. C'est-à-dire que l'argument qui consistait à dire il faut mettre en veilleuse ou sacrifier la démocratie sur l'autel du développement. C'est-à-dire que si on s'ouvrait à la démocratie, parce qu'il y a eu le pluralisme qui a été créé déjà dans la période de la décolonisation, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la création des partis comme les RDA et autres. Mais lorsque les chefs d'État avaient pris le pouvoir, ils avaient consolidé leur pouvoir et ils ont mis fin de facto au pluralisme. Et donc, cette promesse des pères fondateurs des indépendances qui consistait à dire laissez-moi sacrifier la démocratie, je vous promets l'unité nationale et le développement, et bien 60 ans après, le constat qui a été fait, c'est qu'on n'a eu ni la démocratie, ni le développement. Et aujourd'hui, c'est une leçon, je pense qu'il faut tirer pour voir comment articuler démocratie et développement. Parce que les autoritarismes, qu'ils soient civils ou militaires, dans la plupart des cas, n'ont produit que le néopatrimonialisme, la pauvreté, etc. Il y a des autoritarismes qui sont distingués, tels que le régime sankariste qu'on a connu, par exemple, au Burkina Faso, qui a fait beaucoup d'efforts, où il y a eu beaucoup d'acquis dans le domaine de la lutte contre la corruption, de l'engagement citoyen et autres. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on a constaté, c'est que les autoritarismes n'ont pas tenu leurs promesses. Alors, on va parler de la période révolutionnaire un peu plus tard, mais il y a également eu l'expérience de la Fédération du Mali, avec donc, le Mali et le Sénégal, mais cette expérience a fait long feu. Disons que c'est dans la dynamique du fédéralisme qui était discuté dans le cadre de la loi cadre, où Léopold Sédar Senghor faisait remarquer que au moment où l'Europe s'unit, l'Afrique était en train de se balkaniser. Et donc Léopold Sédar Senghor avait pensé qu'on pouvait aller donc à l'indépendance sous la forme de la fédération. Donc il avait proposé à un certain nombre de leaders africains donc une fédération. Et donc Modibo Keïta était d'accord avec la fédération. Et Yamiogo était d'accord avec la fédération. Et Sourou Migan Apiti du Dahomey à l'époque était d'accord avec la fédération.
Maintenant, il y a des forces externes, en particulier, qui ont travaillé contre l'idée de la fédération. Par exemple, Maurice Yambiogo a subi des pressions venant à la fois de la Côte d'Ivoire et de la France. Parce que Bobo Dioulasso devait être la capitale. Bobo Dioulasso devait être la capitale de la fédération. Et puis, Sourou Migan Apiti effectue un voyage à Paris. Il a été invité à un voyage à Paris. On lui dit, si tu quittes la fédération, on va construire le port de Cotonou. À Cotonou. Voilà. Donc, il dit, il n'y a pas de problème, je jouerai le jeu. Donc on lui propose le développement du Bénin contre la fédération. Et il a accepté. Il a accepté. Et donc, Modibo Keïta envoie des fédéralistes convaincus pour discuter avec les fédéralistes dahoméens. Quand ils arrivent, ils rencontrent une résistance des dahoméens. Sourou Migan Abiti est revenu. Il a contacté les membres de son parti. Il dit, bon voilà, on nous a proposé de sortir de la fédération et puis, bon, on va nous appuyer pour la construction donc, du port. Et donc, le port va permettre au Bénin, au Dahomey, de se développer. Donc, du coup, il était acquis à l'idée donc, de se séparer de la fédération et Maurice Yambiogo va travailler progressivement à sortir de la fédération. Et donc, il va rester seulement le Sénégal et le Mali, qui était encore le Soudan, qui n'était encore que le Soudan. Alors donc, ce sont les deux qui restent, mais maintenant il y a des contradictions internes, des influences. Le Sénégal avait plus de cadres que le Mali, et maintenant dans le jeu de la distribution des postes, le Mali se semblait un peu lésé, et donc finalement, toutes ces forces extérieures qui ont travaillé à faire éclater la fédération ont contribué à amener les uns et les autres à ne pas s'entendre. À ne pas s'entendre. Donc finalement, il y a eu, dès le départ, disons que l'Afrique n'a pas réussi à s'unir dès le départ, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça continue jusqu'à présent. On voyait le projet de monnaie au niveau de la CEDEAO, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de non-dits jusqu'à présent, parce que ce qui est intéressant aussi à observer d'un point de vue historique, c'est en fait la façon avec laquelle les élites africaines se sont en fait réappropriées le modèle d'État qui a été créé par le colonisateur. Parce qu'on aurait dû penser un système alternatif. Oui. Paradoxalement, après les indépendances, les chefs d'État qui étaient en place ont travaillé en fait à renforcer les frontières. Pendant la période coloniale, il n'y avait même plus de circulation. C'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un comme Boubou Hama, qui a été président de l'Assemblée nationale du Niger, son premier poste d'enseignant, c'était à Dori, etc. Oui. Ça circulait dans le cadre de l'Afrique occidentale. Dans le cadre de l'Afrique occidentale, donc il y a eu surtout les enseignants absolument. étaient affectés indépendamment de leur pays d'origine. Le professeur a évoqué le cas des partis politiques. Les partis, vous prenez le MLM de Joseph Kizerbo, le RDA, le PRA, c'était des partis, le PAI, c'était des partis caractère fédéral. Oui, exactement. Qui avaient le MLN avait des militants au Niger comme le professeur Abdou Mouni, etc., etc. Mais une fois que les chefs d'État se sont installés au pouvoir, ils ont travaillé en fait à déconstruire cette logique fédérale-là que le colonisateur lui-même avait contribué à créer avec, de façon latente, pas de façon délibérée, avec l'école William Ponty, avec l'université de Dakar, qui étaient vraiment des lieux de brassage des jeunes Africains. Exactement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on voit que ces mêmes forces-là, dont le professeur parlait, des forces internes et externes, travaillent aussi à ce qu'on n'avait pas vers la fédération. Ouais. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez la CEDEAO, c'est quand même la communauté économique régionale la plus dynamique, la plus stable en Afrique. Ouais. Ça ne souffre d'aucun débat. Quand on regarde les acquis qu'on a sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, je pense qu'on peut, justement, sur le plan judiciaire. Dans tous les secteurs, en fait, vous avez une harmonisation des politiques publiques, etc. Donc, on peut véritablement aller vers une fédération, quitte à inventer notre système fédéral, parce que ça ne veut pas dire aller vers un système comme l'Union européenne ou une fédération comme l'Allemagne ou les États-Unis, mais on peut inventer notre propre système en fonction de nos réalités. Surtout qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les défis auxquels nous sommes confrontés, comme le défi sécuritaire, aucun État est en mesure d'y faire face.
Voilà, donc on constate malheureusement que cette dynamique d'intégration-là, elle est combattue, voilà, par des puissances étrangères, par des acteurs, des Africains eux-mêmes. Voilà, et en effet, on se rappelle que dans l'ancienne AOF, Victor Ballot à Porto Novo intégrait les jeunes instituteurs de l'époque. C'est là-bas ils ont été formés, tandis que les jeunes filles étaient à Rufisque au Sénégal. Des pays qui célèbrent leur indépendance en août, le Niger et le Burkina font figure d'exception puisqu'ils préfèrent attendre décembre, la date d'anniversaire de la proclamation de la République, pour organiser des festivités. Pourquoi un tel choix? Bon, théoriquement, ces deux pays sont des pays sahéliens qui ont à peu près la même saison pluvieuse. Donc la même saison pluvieuse qui commence grosso modo en mai, juin et qui se termine en septembre et octobre. Et pour les festivités, si on les organisait pendant le mois d'août, qui est le mois le plus pluvieux, il se pourrait que ce soit perturbé par le phénomène pluviométrique. Donc on décide de transférer l'organisation des fêtes d'indépendance à la date de proclamation des républiques. Mais il faut aussi observer que la date de la proclamation de la République est le premier pas vers l'indépendance. Donc, quand on proclame la République, l'État devient un État autonome. Ça devient une République autonome. Il y a une constitution. Il reste maintenant à franchir le pas, à acquérir maintenant la souveraineté internationale. Alors donc la République, c'est la souveraineté nationale, et puis l'indépendance, c'est la souveraineté internationale. On peut schématiser comme ça. Peut-être que ça ne se fait pas comme ça, mais en fait, on peut schématiser comme ça que la République est autonome, dispose d'une constitution qui réglemente la vie nationale. Et par conséquent, à partir de cela, on a un gouvernement qui est là, qui est un gouvernement autonome, qui gère les affaires. Il est vrai que pendant cette époque, il y a toujours le président du conseil de gouvernement qui est toujours là. Il y a toujours des Européens qui sont dans certains postes de responsabilité. Mais centre névralgique de décision. Voilà. Mais on évoluait. Le vent de l'indépendance était là. Le vent de la liberté était là. Et donc, de ce point de vue, la date de la proclamation de la République est une date que l'on peut considérer comme une date importante dans l'histoire de nos pays. C'est une date importante, Abdoul Karim Saïdou, mais pourtant, il y en a qui estiment que ce choix n'est pas historiquement opportun. Oui, c'est une date qui est problématique parce que je me rappelle, il y a quelques années, le professeur Djibo Amani au Niger avait lancé le débat lorsqu'on l'avait invité à justement animer une conférence sur l'indépendance, parce qu'il a estimé qu'on devait même arrêter de célébrer le 18 décembre au Niger, qui correspond à la proclamation de la République. Parce qu'il a estimé que le 18 décembre, quand même, ça marque le nom. Voilà, c'est en fait après le processus, le référendum de 58, où la question qui nous avait été posée à l'époque, c'est de savoir est-ce qu'on voulait prendre notre indépendance tout de suite, ou bien on voulait rester dans le giron français, c'est-à-dire rester dans la fédération, dans la communauté franco-africaine qui était proposée par le général de Gaulle dans le cadre de la Ve République. Et seule la Guinée avait voté non, voilà, pour prendre son indépendance. Donc on peut considérer qu'en proclamant la République, en fait, on disait non à l'indépendance. Même si on peut considérer cela comme un pas vers l'indépendance, parce qu'on avait une autonomie interne, on avait un drapeau, on avait un hymne national, etc. Mais ceux qui soutenaient des positions radicales qui voulaient l'indépendance immédiate considèrent cette date-là comme une date malheureuse. Certains vont plus loin en disant même que ça doit être même un jour de deuil, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Niger, quand même, officiellement, on parle de proclamation de la République. Mais ici, ce qui est gênant dans le cas du Burkina, c'est qu'on parle de fête de l'indépendance le 11 décembre. On peut comprendre que pour des raisons de pluviométrie. Oui, mais ça dit d'un point de vue historique, ça pose problème.
Parce qu'on peut considérer ça de façon paradoxale, que la date, le 5 août, ça passe presque inaperçu. Moi, j'aurais voulu qu'au moins s'il n'y a pas de célébration officielle, au moins qu'on travaille. Et que sur le lieu du travail, par exemple, qu'on chante l'hymne national, qu'on salue les couleurs nationales, qu'il y ait quelque chose de symbolique. Parce que c'est quand même ce jour-là que l'indépendance a été officiellement proclamée. Justement, parce que pour à force, les enfants croiront que l'indépendance, c'est le 11 décembre et pas le 5 août. Et puis, le décembre renvoie à 1958 et pas à 1960. Oui, c'est Est-ce vrai, que finalement tout ça ne sonne pas un peu faux? c'est vrai qu'on devrait parler de fête nationale plutôt que de fête de l'indépendance. Puisque, et finalement, le 11 décembre, même si ça marque le premier pas vers l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance. Exactement. Ce n'est pas l'indépendance, mais on pourrait parler de fête nationale parce que la date a sa signification dans l'histoire du pays. Alors maintenant, parler de fête d'indépendance pour le 11 décembre, je crois que c'est un transfert de signifiant qui peut effectivement dérouter la jeunesse. Et donc, il conviendrait peut-être d'organiser quelque chose de symbolique. Mais je crois que avant la Révolution, cela se faisait. Avant la Révolution, le 5 août, Le 5 août était célébré. le 5 août était célébré. Il y avait des défilés symboliques dans les grandes villes du pays. Et il y avait un message du chef de l'État à la nation, le 5 août. Alors, avec la Révolution, on a nié le 5 août comme étant... Plutôt le 4 août. Voilà, c'était le 4 août qui était considéré comme étant la véritable date de l'indépendance. Ouais. Alors, donc le 5 août a été supprimé. Et ça a été réhabilité sous la 4e République. Le 5 août est réhabilité sous la 4e République, mais finalement, on a décidé, dès lors qu'on a institué les fêtes tournantes, tous les ans, on a décidé de transférer ça au 11 décembre en considérant toujours que c'est la fête de l'indépendance. C'est là que ça Alors crée qu'on la devrait confusion. plutôt dire que c'est la fête nationale. On devrait parler de fête nationale. Et on fait donc une célébration symbolique le 5 août, parce 5 que août, c'est on ce fait une jour-là voilà, on que fait nous une- avons hissé les Oui, couleurs peut-être pourquoi dans ne le pas ciel. organiser des conférences publiques, même par exemple radio, télévisée en direct. Parce qu'on a vraiment un problème avec l'histoire dans ce pays-là et dans beaucoup de pays africains. Ça dit une date comme le 5 août, c'est vrai que c'est des indépendances formelles, mais c'était un tournant historique extrêmement important dans l'histoire de nos pays. Et donc ça ne peut pas passer comme ça. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, il n'y a rien. Il n'y a pas de festivité officielle, il n'y a rien. Et on est à la maison, ben, au moins comme l'indépendance, ça ne s'acquiert pas le travail, on aurait dû quand même travailler, faire quelque chose de symbolique. Et puis maintenant, transférer les festivités, bon, pour des raisons climatiques, au mois de décembre, tout en expliquant la signification du 11 décembre, la signification du 5 août, etc. Et en ce moment-là, on dirait 61e anniversaire de la fête nationale. De la proclamation de la De la proclamation de la République. proclamation de la République, oui. Alors, Par exemple. il va falloir donc instaurer une fête de l'indépendance studieuse, mais arrêtons-nous un moment sur le Burkina qui commémore en plus cette année son centenaire d'existence. Le thème de la célébration, le 11 décembre prochain donc, de cette fête encore dite de l'indépendance est, je cite, 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Est-ce un terme qui vous parle à tous les deux? Bien sûr, quand on célèbre un centenaire, pour ce qui concerne nos nations africaines, le centenaire a son pesant d'or. Parce que le centenaire, c'est le cadre territorial qui a été délimité pour permettre, il est vrai qu'il a été délimité de façon arbitraire, mais ça permet donc qu'à l'intérieur de ce cadre territorial, il se développe une sorte de vivre ensemble, une sorte de prise de conscience d'appartenance au même territoire, et donc une sorte de conscience collective d'appartenance à un État-nation. Et donc de ce point de vue, faire, comme vous le dites dans le journalisme, arrêt sur image. Et donc nous, on fait un arrêt sur cette date-là. On fait un arrêt sur cette date pour réfléchir sur donc, ce que le pays a été par le passé et ce que nous voulons devenir dans le futur. Et donc de ce point de vue, je crois que la célébration donc, du centenaire
est quelque chose qui est important. Oui, la célébration du centenaire, c'est quelque chose de très important. On parle de consolidation de l'État-nation. Est-ce que l'État-nation existe déjà, Abdoul Karim? Oui, tout dépend de comment on définit la nation. Alors, ce qui est intéressant dans la trajectoire historique de la Haute-Volta et de beaucoup d'autres pays africains, en Afrique de l'Ouest, c'est d'observer que cette entité politique, cette communauté politique qui a été créée par le colonisateur, elle a survécu. Et en fait, elle a permis de cristalliser une identité, un sentiment d'appartenance qui s'est créé historiquement. Parce qu'on peut, comme le professeur l'a dit, c'est un État, un territoire qui a été créé de façon artificielle par la conquête coloniale, de façon violente. Mais on voit qu'avec le temps, les voltaïques ont appris à être voltaïques. Donc il y a une identité voltaïque, puis burkinabé, qui s'est cristallisée, qui s'est créée, qui s'est banalisée. En ce sens, on peut dire aujourd'hui qu'il existe bel et bien une nation burkinabé. Mais ce n'est pas la nation au sens homogène, au sens français, dans la mesure où aucune communauté nationale ne remet en cause la communauté politique. Donc on peut parler d'État-nation, mais ce n'est pas l'État-nation dans le sens d'une entité homogène qui partage exactement les mêmes valeurs, la même culture, la même langue, etc. On a une pluralité de communautés. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune communauté nationale, quand je prends les groupes ethniques, les groupes ethno-régionaux, aucune communauté nous remet en cause, comme on l'a vu par exemple avec le Biafra, avec les Ibo qui avaient pris les armes pour se retirer du Nigeria. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un attachement au Burkina Faso, le Katanga comme communauté politique. Et quand vous regardez même l'histoire de la Côte d'Ivoire, la guerre civile, vous voyez bien que les rebelles, ils avaient contrôlé Bouaké, mais ils n'ont pas cherché à déclarer une république du Bouaké. Donc il y avait l'attachement à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Autant on peut considérer qu'avec les conflits communautaires qu'on observe ça et là en Afrique, qu'il y a une crise de l'État-nation, autant on peut observer que les Africains sont attachés à cette communauté politique créée par le système colonial. C'est très bien. Si on schématise là encore, on dirait 100 années d'existence pour le Burkina, marquées par démantèlement, puis une recomposition du pays, qui enregistre aujourd'hui sa 61 ans de vie républicaine, 59 années d'indépendance, 5 coups d'État, 4 républiques, 9 présidents, dont 7 militaires. Comment jugez-vous cette carte postale sociopolitique du Burkina? C'est pour parler de l'instabilité. Parce qu'on se cherchait. Voilà, c'est pour parler de l'instabilité. Et cette instabilité, elle a même commencé bien avant l'indépendance. Cette instabilité, on l'a vécue en 1957. Lorsque Ouézin Coulibaly est revenu prendre la direction du RDA, il est revenu de Côte d'Ivoire prendre la direction du RDA en 1956, on organise dès le mois de janvier-février les élections législatives. Le RDA, qui était un parti puissant un peu partout dans l'Afrique occidentale, perd les élections en Haute-Volta. Et le PCMA, le Parti social d'évolution des masses africaines de Konombo, gagne les élections avec le mouvement démocratique voltaïque de Girakango Ouedraogo et le mouvement populaire d'évolution africaine de Nazi Boni. Donc, ces partis-là gagnent les élections. Mais quand on regarde le scrutin, sur plus de 600 000 voix, le RDA avait rassemblé quelques 75 000 ou 76 000 voix. Et le PCMA se rend compte que même si le RDA a perdu les élections, c'est quand même un grand parti. Et à cette époque, il n'y avait aucun parti qui avait une envergure territoriale. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est le PCMA qui fait la démarche. Konombo qui fait la démarche vers Ouézin Coulibaly et lui propose la fusion des deux partis. Donc, Ouézin Coulibaly accepte. On fait la fusion des deux partis. Et donc, Ouézin Coulibaly propose qu'on fasse de Naba Kougri le président d'honneur du parti et Konombo lui concède la présidence du parti. Donc, Ouézin Coulibaly devient le chef du parti. Aux élections de 1957, il gagne les élections, mais avec une courte majorité. Alors, donc, Ouézin Coulibaly forme son gouvernement, mais quand on a créé la fusion du RDA et donc
du PCMA a donné le Parti démocratique unifié, qui n'était pas entendu comme étant une section du RDA. Mais, quand on forme le gouvernement, entre-temps, Ouezin Coulibaly propose qu'on fasse du PDU une section du RDA. Alors, Konombo ne semblait pas accepter cela. Et puis, bon, donc, il considère que cette manière donc, de voir de la réalisation de l'unité ne lui convenait pas. Il décide de recréer le PCMA. Quand il décide de recréer le PCMA, donc finalement, le PDU devient minoritaire et le PCMA va former avec le Mouvement démocratique africain, le MDV, et avec le MPEA, ils vont former le Parti de la solidarité voltaïque. Ils ont une majorité et ils demandent donc la démission du gouvernement. Voilà la première instabilité que l'on a notée. Ils demandent la démission du gouvernement. Ouais. Alors, mais Ouezin Coulibaly était quand même un grand manœuvrier. C'était un grand manœuvrier. Alors, il a bien manœuvré. Il va approcher Maurice Yamiogo et il lui fait des promesses. S'il le rallie, il lui fait des promesses de revoir son rang dans le gouvernement. Alors, Maurice Yamiogo accepte. Son frère, Denis Yamiogo, accepte. Nader Atié accepte. Mathias Sorgo accepte. Donc, il y a 4 députés du groupe de solidarité voltaïque qui rejoignent Ouezin Coulibaly. Et donc, Ouezin Coulibaly reconstitue une nouvelle majorité. Et donc, du coup, Maurice Yamiogo devient ministre de l'Intérieur. Et deuxième personnalité, donc, du gouvernement. Alors, donc, Ouezin Coulibaly a réussi à reconsolider son gouvernement, mais meurt avant, donc, le référendum du 28 septembre de 58. Et donc, Maurice Yamiogo, après les obsèques et après donc après le référendum, il passe vice-président du conseil de gouvernement. Et donc, il prend la direction donc, du parti et il prend la direction du gouvernement en proclamant le 11 décembre la République de Haute-Volta. Alors, on va avancer. Alors, donc, on avance. Oui. On va avancer parce que, après, on va voir que Ouezin Coulibaly, du moins, et Maurice Yamiogo, va vouloir créer un parti unique. Donc, les autres leaders politiques n'étaient pas d'accord. Et donc, on voit qu'il y a ici une sorte de crispation du climat politique où les gouvernements étaient complètement instables. Maurice Yamiogo pouvait, comme il le voulait, démettre tel ministre et nommer tel autre. Et donc, du coup, même dans une première république, où donc, on a élu le parti qui était majoritaire, qui voulait réaliser l'unité, il y avait une instabilité du gouvernement. Et c'est un peu ça qui s'est reproduit après les indépendances. Donc, après les indépendances, cela s'est reproduit quand on l'a renversé. Les militaires sont arrivés et ils étaient arrivés pour 1 an. Mais ils se rendent compte que les civils s'agitaient trop. Et il y avait des empoignades un peu partout. Et donc, les militaires ont compris qu'il fallait conserver le pouvoir pour assainir la vie politique. Donc, ils l'ont conservé pendant 4 ans. Quand ils ont mis en place la constitution de la Deuxième République, Lamizana a été futé de conserver le poste de chef d'État. Mais il a donné le gouvernement au parti majoritaire qui était le RDA. Mais on se rend compte qu'il y a des crises internes au RDA. Et les crises internes étaient telles que, en 1974, Lamizana a dû renvoyer tous ces civils-là et rappeler les militaires au pouvoir. Quand il rappelle les militaires au pouvoir, il était convaincu qu'il fallait mettre en place un parti unique. Donc il crée le Mouvement national du renouveau, le MNR. Donc quand il crée le MNR,
les partis d'opposition qui ont infiltré les syndicats vont provoquer une grève générale à Haute-Volta et amener le général à renoncer au parti unique. Parce que lui aussi, il était convaincu que seul le parti unique pouvait être le creuset qui allait cimenter l'unité nationale. Donc le discours dominant, depuis 1958, le discours dominant, c'était le discours de l'unité nationale. Unité nationale à travers un parti politique. Malheureusement, on est un peu déjà pris par le temps. On va faire une halte sur la révolution d'août 1983. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Abdoul Karim Saïdou. Est-ce que cette révolution, puis le changement du nom du pays, le 4 août 1984, ne constitue pas, ou en tout cas des marqueurs importants du parcours historique de la Haute-Volta devenue Burkina Faso? Oui, je pense que ça a été un tournant historique extrêmement important où le Burkina Faso a tenté de rompre avec son passé colonial, de rompre avec la période d'expérimentation des modèles libéraux, des modèles pluralistes. Parce que la leçon qu'on peut tirer de toute cette histoire mouvementée du Burkina Faso, c'est cette quête en fait de la stabilité, cette quête de l'indépendance, du décollage économique, etc. Et on a expérimenté plusieurs modèles, en commençant par le multipartisme intégral, bien avant l'indépendance. Après, on bascule dans le monopartisme sous Maurice Amégo. Puis l'armée prend le pouvoir, on bascule dans l'idéologie militariste. Avant de revenir avec la Quatrième République vers le multipartisme intégral. Donc la période révolutionnaire a été un moment qui a consisté en fait à tenter cette rupture avec toutes ces expériences. Parce que l'armée avait son offre de dire que bon, les partis politiques, c'était un peu ça l'idéologie des militaires, qui consistait à dire que les partis politiques sont des facteurs de division. Et que l'armée était le ciment de l'unité nationale, l'armée est disciplinée, etc. Il y a toute une idéologie qui a été construite autour de l'armée comme étant le garant de l'indépendance, le garant de la stabilité, etc. Et la période révolutionnaire, il y avait cette idéologie militariste-là, mais en plus, on avait basculé en fait vers une idéologie de type communiste. On a estimé que tout ce qu'on a expérimenté sous Maurice Amégo, sous la Misana, on considérait que tous ces régimes-là étaient des régimes très proches du système français, qu'il fallait rompre, etc. Et il y a eu vraiment des grands bonds en avant pendant cette période-là qui a été une période extrêmement importante de l'évolution historique du Burkina. Une période qui reste marquante et dont d'ailleurs les jeunes continuent de se servir comme référence. Oui, les jeunes continuent de se servir de la révolution comme une référence parce que la révolution avait un projet national et un projet panafricaniste. Et donc, ce projet national qui consistait à ouvrir de grands chantiers, le chantier de Sourou, le chantier de la bataille du rail, et puis certains programmes tels que la vaccination commando qui a été quand même un programme qui a permis de mettre fin à certaines endémies ou épidémies. Alors donc, il se rapprochait plus du vœu de Abdoul Karim Saïdou, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc le mot d'ordre de consommer national, ainsi de suite, qui à l'époque n'a pas bien pris, mais au jour d'aujourd'hui on voit que ça a bien pris. Mais moi je voulais souligner quelque chose. Les militaires dans le CNR ont réussi à constituer une sorte de ciment, même si on savait qu'il y avait des petites rivalités entre eux. Mais on a vu que les partis de gauche, la multitude des partis de gauche, qui ne pouvaient pas s'entendre, qui ne pouvaient pas se mettre ensemble pour créer un parti unique, ça a été une des raisons qui a fait échouer la révolution. Donc, finalement, on retrouve l'instabilité. On retrouve l'instabilité. C'est cette instabilité qui est une des raisons fondamentales de l'échec de la révolution. Voilà. Si, par exemple, ces gars-là, et ces partis politiques de gauche avaient pu dépasser les petites querelles qui n'étaient que des querelles de chapelle pour pouvoir, quelquefois, pour une histoire de haine, pour une histoire de haine, on fait une bagarre interminable. RDP, RNDP, vous comprenez?
Alors, Oui, donc, quand vous dites N, c'est la lettre N. la lettre N. Mais surtout que ce débat idéologique-là était un débat international. Oui. En fait, c'est un débat qui a été importé au Burkina Faso à partir du mouvement estudiantin, etc. Ça aussi, c'est une observation intéressante à faire, hein, parce que ce qu'on observe sous la révolution, c'est cette hybridation en fait des référents idéologiques. Parce qu'on sait que les révolutionnaires, c'était des partis de gauche qui étaient foncièrement communistes, même si officiellement on n'a pas voulu déclarer le Burkina comme ça a été fait au Bénin, régime marxiste-léniniste, ou bien au Congo sous commandant Marie Ngouabi. Et donc, on sait que l'idéologie communiste était quand même la référence essentielle, mais les révolutionnaires ont eu le mérite d'avoir adapté le discours à la pratique. Par exemple, même le nom Burkina Faso, l'appropriation par exemple des langues nationales, de la culture locale, qui a été un élément qui a permis d'hybrider un peu le discours, les pratiques. Parce qu'on s'est rendu compte que gauche-droite, ça ne veut pas dire grand-chose pour les Africains. Pour les Africains. Voilà, donc il y a eu un effort d'adaptation du discours, des pratiques aux réalités africaines. Et je pense que c'est une des raisons qui explique le succès qui a été engrangé, notamment au niveau de la mobilisation des masses. Alors, 61 années de République, 59 ans d'indépendance. Aujourd'hui, le pays doit compter avec le terrorisme qui lui impose un énorme défi sécuritaire, économique et humanitaire. Le vivre ensemble et la cohésion sociale sont menacés. Comment affirme-t-on son indépendance presque soixantenaire face à de telles pressions qui rendent beaucoup d'États vulnérables et dépendantes de l'Occident notamment? Non, disons que face au terrorisme, on a l'impression qu'il y a un recul. Il y a eu au départ un sentiment d'appartenance à la même nation. Par exemple, 13 ans d'existence de la Haute-Volta a suffi pour que, lorsqu'on a supprimé la Haute-Volta, ceux qui ont appartenu à la Haute-Volta ont réclamé la reconstitution de la Haute-Volta. Mais au jour d'aujourd'hui, face au terrorisme qui est présenté, il est vrai qu'on ne connaît pas son vrai visage, mais théoriquement, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur, avec quelques Burkinabés convaincus d'une certaine idéologie, qui circule une idéologie de type religieuse, qui a pris très vite au sein de la population. Ouais. Et donc, certains des Burkinabés ont adhéré à cela. Mais on se rend compte que, par exemple, dans la classe politique, ou même dans la société civile, dans la classe intellectuelle, on a été incapable d'avoir un sursaut. Un sursaut pour dépasser... Face au terrorisme, pour dépasser nos petites divisions. Donc, c'est ce sursaut qui nous a manqué, si bien que je considère qu'on a un recul. Sinon, normalement, face à cette situation, il devait se dégager un consensus national. Et puis, un devoir de rééduquer le peuple. Sous la Révolution, on parlait de l'éducation du prolétariat. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce thème-là devrait revenir. L'éducation du peuple. Pour lui enseigner la veine du civisme, du patriotisme, afin de faire échec au terrorisme. Mais est-ce que ça ne s'est pas perdu, Abdoul Karim Saïdou? On peut encore aujourd'hui remobiliser les populations face à ce péril qui nous concerne tous, afin que, en cette période justement où on parle de république et d'indépendance... Je pense qu'on n'a pas le choix, hein, parce que c'est soit soit les Burkinabés vont se ressaisir, soit le Burkina va disparaître. C'est très clair. Il y a beaucoup de pays qui ont disparu, ou presque, qui sont devenus ce qu'on appelle des États faillis. Regardez la Somalie, même si souvent c'est juste à des interventions étrangères ou autres, sinon le Burkina va disparaître. C'est-à-dire que le défi aujourd'hui, je suis d'accord avec l'analyse de l'Institut Free-Afrique, qui dit que c'est le défi le plus important que le Burkina Faso ait rencontré dans son histoire. Quand on revisite l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu d'autres défis, tels que le démantèlement de la Haute-Volta, les instabilités qu'on a connues, mais c'est avec le terrorisme en fait que le Burkina Faso est vraiment frappé de plein fouet dans ce qui constitue le socle de son existence, le socle de sa résilience, c'est-à-dire l'unité nationale. Parce que le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays sahéliens, pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de potentialité économique, mais sa force résidait justement dans la capacité des citoyens à s'unir, à se mettre ensemble. Donc si cette sécurité sociétale-là, ce socle identitaire-là est secoué, ébranlé, c'est clair que le pays va à volo.
Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a le ça sentiment défi. justement qu'on est en train de reconstruire ce sentiment? Est-ce que ce sursaut est perspectible à nouveau? Ce sursaut est possible, mais perceptible. Bon, comme il y a désormais un dialogue qui est instauré, le dialogue politique qui a eu lieu, on peut penser qu'au travers du dialogue politique, si ça se mène sur d'autres terrains que les terrains qu'on a vus, ça peut permettre de ressouder quand même la classe politique, et au-delà de la classe politique, ça peut permettre de ressouder l'ensemble des Burkinabés. Parce que, en fait, les Burkinabés, quand ils se trouvent à l'extérieur, ils expriment un attachement profond à leur patrie. Et par conséquent, il faudrait que, à l'intérieur, ce même attachement-là se manifeste. Et que si ce même attachement se manifeste, qu'on puisse dépasser les querelles idéologiques ou les petites querelles politiciennes pour pouvoir se mettre ensemble et puis vaincre le terrorisme. Et après le terrorisme, on pourrait revenir sur nos petites chapelles qui visent à conquérir le pouvoir. Ouais. Voilà. Donc, il y a l'essentiel qu'il faut préserver. Quand on regarde, par exemple, quand je suis le débat politique en France, mais les gars se rendent dedans, mais pour des questions de politique extérieure. Non, mais regardez l'histoire de la Chine. Quand la Chine a été envahie en 1936, l'invasion japonaise, mais le parti communiste et puis le Kuomintang de Chiang Kai-shek, ils ont mis de côté leur querelle intestine pour faire un front uni contre le Japon. Contre le Japon. Et quand ils ont vaincu le Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont repris le combat. Ce qui a conduit à la victoire du Parti communiste en 1949. En 1949. C'est un très bel exemple de patriotisme, d'attachement à la nation. Et c'est ce qu'il faut faire absolument. On parle des indépendances africaines et j'avais souhaité qu'on puisse évoquer également la situation d'autres pays. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Je vais demander à Abdoul Karim Saïdou, puisqu'il s'y intéresse beaucoup, de nous parler de ce qu'il pense du modèle béninois aujourd'hui. Quartier latin de l'Afrique aux premières heures de l'indépendance, l'ancien Dahomey est très vite devenu l'enfant malade du continent avec 5 coups d'État au compteur. Dernier en date, celui qui a porté Mathieu Kérékou au pouvoir le 26 octobre 1972. 38 ans après, le Bénin réussit en février 1990 une originale conférence nationale faisant ainsi l'économie d'une insurrection et devient le laboratoire du renouveau démocratique africain. Alors, Abdoul Karim Saïdou aujourd'hui, avec des élections qui ont eu lieu récemment et qui n'ont pas été inclusives, que retenir du modèle béninois au moment où ce Bénin célèbre donc le 59e anniversaire de son indépendance. Très rapidement. Oui, ce qu'on peut retenir de l'expérience du Bénin, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que le Bénin a été, depuis la conférence nationale, présenté, et c'est vrai, c'est présenté comme un modèle de démocratie, un modèle d'alternance, de routinisation des élections, etc. Mais aujourd'hui, avec alternance au pouvoir. Mais aujourd'hui, avec Patrice Talon, c'est comme si on a mis en veilleuse, on a fermé ce chapitre de la construction démocratique pour aller sur un autre chapitre qui est celui de la lutte contre la corruption, celui du développement. Et cela attire l'attention sur le fait que la démocratisation ne rime pas toujours avec développement. Si vous regardez les chantiers de Talon, Patrice Talon, par exemple, qui avance dans beaucoup de chantiers importants comme la sécurité, la lutte contre la corruption, etc. Mais sur et qui obtient des résultats. Qu'il obtient des résultats. Mais sur le terrain des libertés démocratiques, là, le bas blesse. Là, le bas blesse. Oui. Donc, c'est un exemple intéressant. C'est-à-dire un pays qui a, depuis 1990, présenté comme un modèle démocratique, mais à un moment donné, le président actuel a estimé que bon, il faut ouvrir notre chantier parce que la démocratisation n'a pas véritablement fait avancer le pays. Comme qui dirait, on revient un peu à cette idée de creuset national. C'est comme si on est dans un parti unique de fait. Oui, en fait, ici, Patrice Talon veut affirmer l'autorité de l'État. Cette autorité avait disparu. Et la corruption s'était généralisée. Et finalement, le Bénin réussissait des alternances sans réussir sur le chantier économique. Et donc, de ce point de vue, il fallait affirmer l'autorité de l'État. Et donc, il fallait beaucoup d'autorité. Et finalement, il fallait lutter contre trop de liberté. Bon, voilà, par exemple, on interdit aux magistrats d'aller en grève. On interdit aux agents de santé d'aller en grève. Les prières dans les rues. Les prières dans les rues. C'est-à-dire, nous avons échoué là où ils ont réussi. Par exemple, ils ont réussi à adopter la loi sur la liberté religieuse.
Et cette loi sur la liberté religieuse, a fusionné la police et la gendarmerie. Donc, Donc, la loi sur la liberté religieuse interdit aux gens de barrer la route et de prier. Ça interdit à ceux qui font les processions sur les routes là, de barrer la route pour faire leur procession. Vous comprenez? Et donc là, c'est un succès. Et là, on ne négocie pas. À ce niveau-là, Patrice Talon a réussi son jeu. Mais quand vous êtes dans une situation où vous voulez négocier, vous voulez que chacun donne son opinion, que chacun dise que oui, bon, ici je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord, vous n'allez jamais prendre de décision. Il faut restaurer la dictature alors. C'est ce qu'on voit avec le Rwanda. Il faut restaurer la dictature. Avec le Maroc, qui ne sont pas des modèles de démocratie, mais qui ont des résultats. Alors, très rapidement aussi, un pays important, un pays paisible jusqu'au décès. Le 7 décembre 1993 du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire traverse depuis quelque temps des zones de turbulence. Oui, la Côte d'Ivoire a traversé depuis Houphouët-Boigny des zones de turbulence. Mais le système mis en place par Houphouët-Boigny comportait les germes de la situation actuelle. Parce que Houphouët-Boigny, il a mis en place son parti unique comme le creuset de la réalisation de l'unité nationale. Mais il a joué les ethnies les unes contre les autres, les régions les unes contre les autres. Et donc, de ce point de vue, il s'est développé un sentiment régionaliste identitaire qui a joué contre l'unité nationale, même si, dans les grandes lignes, chacun a le sentiment d'appartenir à cette Côte d'Ivoire qui était très prospère et que l'on souhaite prospère de nouveau. Et au jour d'aujourd'hui, le challenge en Côte d'Ivoire, c'est de dépasser ces divisions qui sont de nature identitaire. Le repli identitaire qui est très dangereux et de pouvoir réaliser l'essentiel en mettant en place un système qui rassemble les fils de la Côte d'Ivoire. Il faut dépasser donc ces problèmes. On a encore du chemin. Mesdames, Messieurs, le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 80 qui recevait pour vous Magloire Sommet. Il est professeur titulaire d'histoire religieuse contemporaine à l'université Joseph Kizerbo. Merci, professeur, pour vos éclairages. J'espère que c'est un débat à poursuivre. On va revenir sur certains aspects de la vie sociopolitique africaine. Abdul Karim Saïdou, merci. Politologue et enseignant à l'université Ouaga 2, toujours présent quand on vous fait signe. Merci d'être présent à ce rendez-vous. Merci à Clarisse Benao, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité technique de Ismaël Amadou à la caméra, Rosalie Sawadogo au son, Fidèle Kabouré au synthé et au prompteur et Idrissa Diallo à la diffusion. Merci à tous les autres qui m'accompagnent chaque semaine dans la présentation de cette émission sous la houlette de Jean Fofana à la technique et de Valérie Zongo à la production. Merci également à Théophane Ouedraogo pour la programmation. Mes invités et moi avons été maquillés par Madina Sanou. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de Burkina Info. Prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.